Baggio che converge, Baggio, finta di Baggio, tira, grandissimo gol di Baggio! Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, Bienvenue dans 11 de choc, le podcast qui secoue l'histoire du foot pour continuer cette série des 11 types de sélection. Et on va parler d'une nation qui va mal, l'Italie. Aïe, 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 c'est dur, hein, l'Italie, vraiment. C'est la seule sélection dont on va parler qui ne sera pas à la Coupe du Monde 2026. Ouais, c'est un choc, hein, parce que louper une Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde, mais là 3. Moi, autant j'ai pu prendre un petit plaisir hein, quand ils ont loupé les premières. Là, j'ai vraiment de l'empathie et Ouais, je suis d'accord, c'est un peu dur, mais c'est une équipe qui pèse tellement, historiquement, qu'on pouvait pas passer à côté non plus. Il y a beaucoup trop de générations qui ont gagné, il y a beaucoup trop de noms. Donc on va quand même s'attaquer à ce 11. ouais, forcément, il y aura pas beaucoup de joueurs de la période récente dans cette équipe. Mais comme tu l'as dit, il y a des noms historiques et il y a du lourd. On va rappeler les règles, comme d'habitude. On part des années 70, Coupe du Monde 70 incluse. On prend uniquement en compte la carrière internationale des joueurs, puisqu'on fait le 11 type de la sélection italienne. Et on s'est appuyé sur des critères pour sélectionner nos joueurs. Donc, premier critère, le niveau intrinsèque du joueur. Deuxième critère, sa longévité en sélection. Troisième critère, son palmarès avec la sélection. Quatrième critère, son importance dans l'équipe, son rôle, son influence. Et cinquième critère, l'impact dans les grands matchs, dans les grandes compétitions. Alors on va présenter nos joueurs poste par poste, mais avant cela, on va préciser dans quel schéma tactique on joue. Moi, je joue en 5-4-1 avec 2 milieux offensifs, un attaquant de pointe. Bah moi aussi, ce sera un 5-4-1, donc on est tous les deux très catenaccio. Obligé, hein, obligé. Il y a trop de bons défenseurs en Italie pour ne pas en mettre 5. C'est sûr. On va commencer par le gardien de but. Pour le gardien de but, moi j'ai choisi Gianluigi Buffon. Ah, moi aussi, j'ai Buffon. Il y a énormément de grands noms sur ce poste en Italie. Mais si on doit en garder un seul, c'est évidemment Buffon. Bah déjà, on peut dire que c'est le joueur le plus capé de la sélection. 176 sélections. C'est une longévité monstrueuse, hein. C'est plus de 20 ans en sélection. Il démarre très jeune. Il est déjà fin 90 dans les sélections. C'est l'un des tout meilleurs gardiens de l'histoire du football. Si on doit en garder 5, il est évidemment dedans. Peut-être même si on doit en garder que 3, il est dedans. J'ai hésité avec Dino Zoff, qui est une autre légende du foot italien, 112 sélections, une Coupe du Monde 82 alors qu'il a 42 ans, enfin c'est un truc... 40 ans. 40 ans, pardon. 42 ans, c'est Roger Mila. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est inimaginable. Bah, c'est pas inimaginable, puisque Buffon, il joue aussi jusqu'à 40 ans. Ouais, mais je pense qu'à la fin, Buffon, je trouve que c'est compliqué. Alors que je trouve que Zoff, à 40 ans, c'est là où il est le meilleur. C'est ça qui est bizarre. Ouais, mais avant de faire mon 11, je me suis dit, il va peut-être y avoir match entre Zoff et Buffon. Parce que Zoff est vraiment dans la légende du foot pour sa longévité, le fait qu'il soit champion du monde à 40 ans. Mais en fait, quand tu regardes en détail, Zoff, il démarre vraiment titulaire en sélection à 30 ans. Et au final, il a même moins de longévité que Buffon. Donc à partir de là, le match était plié. Et en plus, je trouve que le point fort de Buffon, c'est sa fiabilité. C'est un gardien extrêmement sûr, qui fait aucune erreur. Alors que Zoff, justement, on peut lui reprocher des choses avec l'Italie. Notamment sa Coupe du Monde 78, durant laquelle il va encaisser 2 buts sur des frappes de plus de 30 mètres de Hahn et de Nelinho. Donc voilà, si tu regardes son parcours en sélection, c'est loin d'être aussi parfait que Buffon, qui lui commence très tôt, qui termine très tard et qui en plus est irréprochable tout du long. Ouais, non mais ça c'est sûr. Il y a un troisième gardien qui peut rentrer dans l'équation, alors il faudra voir ce qu'il fait après, c'est Donnarumma. Parce que mine de rien, Donnarumma, il a déjà 80 sélections. Ça a été quand même le meilleur joueur d'une compétition qui est l'Euro 2020. Pour un gardien, c'est rare, hein. Il a Cannes, je crois qu'il l'a fait en 2002, mais c'est quand même assez rare qu'un gardien soit nommé meilleur joueur d'un tournoi. Lui aussi, c'est un gardien qui a démarré très tôt. Sa première sélection, c'est 17 ans. Buffon, c'était 19 ans. Quand t'es gardien et que tu démarres aussitôt, ça montre quand même que t'as un sacré talent. Donnarumma, il lui manquera une Coupe du Monde ou en tout cas une grosse perf dans une autre compétition internationale pour venir... Et déjà, pour l'instant, il lui manque 10 ans de carrière, en fait. Oui, c'est ça, c'est pour ça. De toute façon, c'est déjà mort pour jouer ne serait-ce que 3 Coupes du Monde. Je pense qu'il peut passer devant Zoff dans la hiérarchie des gardiens de la sélection. Mais aller chercher Buffon, ce sera compliqué. Mais le troisième dans la hiérarchie, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'on l'a dit, dans cette sélection, il y a quasiment que des top gardiens en continu. Je pense qu'il y a que les Allemands qui font aussi bien, en fait.
Oui, c'est vrai que les Allemands, il y a aussi des très très bons gardiens. Et les Camerounais. Oui, les Camerounais, c'est vrai. Grosse école de gardiens. De toute façon, Italie, Allemagne, Cameroun, c'est clair. On peut passer à la défense Allez, et on va commencer avec le latéral droit. mon latéral droit, c'est Bergomi. On verrouille de mon côté. Moi, ce sera Zambrotta. Je vais te laisser démarrer sur Bergomi. On va prendre dans l'ordre chronologique. Bergomi, champion du monde 82 à 18 ans, c'est un joueur défensif. C'est d'abord un défenseur, hein. Alors en 82, il démarre remplaçant, mais finalement il va finir la compétition titulaire. Et après, il va même faire la Coupe du Monde 98. C'était un mec qui a une grande longévité, avec quand même une période d'inactivité en sélection, mais c'était une valeur sûre de cette équipe des années 80. Il va Et être capitaine aussi hein, à partir de il va être 88. capitaine, ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai, tu l'as dit, il y a une grosse période d'absence entre 91 et 98. Parce qu'à partir de 91, Saki devient sélectionneur et il en veut pas. Je pense qu'il juge que c'est pas un latéral moderne, c'est pas le genre de latéral qu'il veut pour son équipe. Mais ça reste une légende évidemment de cette équipe italienne. Moi, j'ai choisi Zambrotta justement parce que c'est un profil beaucoup plus offensif, beaucoup plus intéressant dans un rôle de piston. Et je trouve que c'est un latéral un peu trop oublié. Quand on parle des meilleurs latéraux des années 2000 ou même de l'histoire, je trouve qu'on le cite pas assez souvent. Alors qu'il est capable de jouer partout déjà, à droite, à gauche, dans le milieu de terrain. Milieu, hein, oui, oui, il a pas mal de matchs où il est milieu. Ouais, il est très polyvalent. Parce qu'en fait, il est très complet. C'est un bon défenseur, il est rapide, il est aussi technique, il est capable de dribbler, de déborder, de centrer. Et puis c'est un joueur qui va être très bon dans cette Coupe du Monde 2006. Donc il est champion du monde, il fait un très bon tournoi. Mais les deux latéraux font un bon tournoi, parce que Grosso, qui n'a pas du tout la même Ouais, carrière, ouais. le même niveau, il est vraiment bon. Alors il est sans doute moins spectaculaire que d'autres latéraux de sa génération, mais parce qu'il est bon partout Oui, et oui. peut-être qu'il n'a pas ce truc où il excelle dans quelque chose. Comme Ashley Cole qui excelle dans la vitesse ou Roberto Carlos qui va exceller dans la frappe ou le centre. C'est la polyvalence même, Zambrotta, pour le coup. Ouais, c'est ça. Et je le trouve intéressant offensivement parce qu'en Italie, il y a peu de joueurs de percussion capables d'animer un couloir et c'est souvent une tâche qui va être donnée aux arrières latéraux. Donc je trouve qu'il représente parfaitement le latéral offensif italien. Au contraire de Bergomi qui lui incarne vraiment le défenseur rugueux des années 80. C'est vraiment old school. Mais Bergomi. moi, je vais bétonner, hein. Moi, je bétonne. L'objectif, c'est de pas prendre de but et après, devant, on va aller marquer. C'est ça. Et si il y a bien une équipe où on peut se permettre de bétonner, c'est l'Italie. Il n'y a pas de problème. C'est sûr. On va passer sur le poste opposé, latéral gauche. Et il y a des beaux noms aussi sur celui-ci. Il y a des beaux noms, mais moi, j'ai mis le plus beau nom. J'ai mis Paolo Maldini. Moi aussi, j'ai mis Maldini. J'ai quand même hésité à le mettre dans l'axe, mais il a finalement beaucoup plus joué à gauche en sélection. Et même quand il jouait dans l'axe en sélection, c'est parce qu'il y avait un absent, une blessure de Nesta, par exemple. Le plus souvent, ouais. Maldini, c'est l'évidence même. C'est un des premiers joueurs auxquels on va penser quand on fait le 11 team de l'Italie. Ouais. 126 sélections, il est inamovible de cette équipe à partir de 88. Il s'installe très très jeune et il va terminer en 2002. J'ai noté 2002, mais j'ai un doute. Ah non, bah non, il est les champions du monde 2006, Maldini, hein. Bien sûr que non, il n'est pas. T'es sûr? Ah ben j'en suis sûr et certain. Il y est plus. 2002, ouais, bah il arrête après la Coupe du Monde, t'as raison. C'est son dernier match. Mais ça veut dire que son dernier match avec l'Italie, c'est la Corée du Sud. Et surtout, ça veut dire que sa dernière action en équipe d'Italie, c'est un duel perdu de la tête face à Han Jung-hwan. On a oublié. On a voulu oublier pour soigner sa sortie et son image. Après, il est tellement dominant sur tout le reste que... Et c'est le truc qui est terrible avec Maldini, c'est qu'il remplit absolument tous les critères, sauf le palmarès. Il n'a rien gagné. Mais tu vois, moi, je croyais qu'il l'avait. J'étais persuadé qu'il avait cette Coupe du Monde tellement... Non, non, il n'a rien gagné, tellement malheureusement. c'est iconique, mais ouais, c'est vrai, il est plus. Mais évidemment, puisque c'est Grosso, je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais là, on parle de peut-être le meilleur défenseur de l'histoire du football, hein, avec 2-3 autres noms. Donc, bon, il n'y a pas de doute. C'est un mec qui sait à peu près tout faire, hyper intelligent dans l'anticipation, dans tout. Incroyable. Alors offensivement, c'est sûrement pas le meilleur des latéraux, mais défensivement, il est absolument intraitable, c'est la référence. Moi, je t'ai dit, la seule hésitation que j'avais, c'était de le mettre dans l'axe pour faire de la place à un autre joueur, et notamment Antonio Cabrini, l'arrière-gauche champion du monde 82, qui lui est plutôt un profil offensif, qui va avoir tendance à se projeter assez haut. Ouais, dans la défense à 5 de 82, c'est lui qui va vraiment monter. Donc, c'est le plus offensif. Ouais, c'est un joueur intéressant. Grosse qualité de centre. Exactement. Et c'est lui qui va centrer pour la tête de Rossi face au Brésil. Et puis, c'est un joueur qui a quand même 18 matchs de Coupe du Monde.
c'est autant que Buffon et Cannavaro. Son premier match international, c'est un match de Coupe du Monde, justement. Il démarre en 78 et il joue tous les matchs de Coupe du Monde jusqu'en 86. Celui qu'on a plus, c'est Maldini, hein, je crois que je sais pas si tu l'avais dit. 23 matchs. Ouais, c'est vrai, Ouais. on l'a pas dit, c'est Maldini. Mais de toute façon, il n'y a pas de doute possible sur ce poste à partir du moment où on considère Maldini comme un arrière-gauche. Il est titulaire du poste. Par contre, il y Ouais, a c'est un clair. autre joueur qui est une véritable légende du poste d'arrière-gauche, c'est Facchetti. Il est là à la Coupe du Monde 70, donc on peut en parler. Oui, il est bon en plus en 70. Ouais. Il est capitaine de cette équipe en plus. Alors, on a parlé des arrières latéraux modernes avec Zambrotta. Facchetti, c'est le précurseur du poste. Il est considéré comme le premier latéral moderne offensif dans les années 60. Alors après, est-ce que historiquement, c'est lui qui invente véritablement ce poste en Europe? Certainement, mais il faudra aussi regarder du côté de l'Amérique du Sud et des Brésiliens. En tout cas, ça reste un joueur qui a révolutionné son poste. Mais le problème avec Facchetti, c'est que son prime, c'est plutôt les années 60. Alors, il joue en sélection jusqu'en 77, mais passé la Coupe du Monde 74, il est de moins en moins titulaire et je trouve ça compliqué de l'intégrer à ce 11. Et ça va être compliqué pour beaucoup de joueurs de cette équipe 70 parce que pour beaucoup, ils ont joué quand même une partie de leur carrière dans les années 60 et ils ont performé dans les années 60. Enfin, moi aussi, je l'ai pas mis, mais évidemment que c'est une légende du foot italien et que si on prend la globalité, oui, c'est un nom qui peut rentrer Ah facilement. oui, non mais c'est clair, si tu fais du all-time et que tu te mets pas les contraintes de date qu'on s'est mises, tu peux le mettre et tu dois le mettre même, j'ai envie de te dire, et tu te débrouilles pour faire rentrer Maldini dans l'accent. On va pouvoir passer à notre défense centrale. Ah là là, moi j'ai fait un choix fort pour ma défense centrale. Ok, moi je pense que je suis assez classique en fait. J'ai les noms à mon avis qui sont le plus attendus. Pas moi, je Tu veux pense. que je commence comme j'ai du classique? Ah vas-y, ouais, mais mets ton classique. Je vais les mettre dans l'ordre, du plus évident au moins évident. J'ai Fabio Cannavaro, Gaetano Scirea et Franco Baresi. Ok. Moi, je peux faire aussi dans l'ordre, si tu veux. J'ai Cannavaro, Bonucci et Chiellini. Ok, t'as gardé le duo Bonucci-Chiellini. Alors on va parler de Cannavaro d'abord, parce qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est le numéro 1. On l'a dit, il y a des choix qui sont très difficiles. Et la défense centrale, c'est très difficile. Mais s'il y a un nom qui est incontournable, c'est Cannavaro. 136 sélections, champion du monde 2006, capitaine des champions du monde et le meilleur joueur italien de cette Coupe du Monde. Demi-finale contre l'Allemagne, il est impérial. Ouais, C'est même en finale, il est très bon. même en finale, il est très bon sur son marquage sur Henry. Il va être surnommé le Mur de Berlin pour sa prestation sur ce tournoi. C'est un joueur qui est très impressionnant en fait. C'est un excellent défenseur, mais il a en plus ce truc d'être très explosif, de mettre énormément d'impact dans ses interventions, ce qui fait qu'il est très marquant visuellement. Il dégage vraiment quelque chose de fort. Ouais, alors qu'il est pas très grand, hein, il fait 1,76 m, mais il a quelque chose dans son marquage. Après, c'est un joueur aussi très vicieux, hein. 2006, il est vraiment au top. Ouais, parce qu'il a de l'expérience. Physiquement, il est encore bien. Ouais, il est au sommet de sa carrière. Sur le mois de compétition, il est impérial, hein. C'est le meneur de cette défense. C'est difficile de trouver vraiment une meilleure prestation de défenseur sur une Coupe du Monde. Alors quand je dis défenseur, je parle vraiment de défense, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas forcément le mec qui va briller par la passe ou par sa technique, mais défensivement, il est intraitable. Ouais, même quand tu penses l'avoir passé, il va refaire un petit tacle sorti de nulle part. Non, Non, mais il est écœurant en 2006. c'est costaud et oui, c'est certainement le premier défenseur central qu'il faut mettre dans cette défense. Après, je trouve que c'est plus ouvert pour les deux C'est un autres. peu plus ouvert. Alors moi, j'avais quand même des certitudes sur Scirea, parce que c'est le libéraux de l'équipe de 82. C'est un joueur qui est extrêmement propre, qui fait très peu de fautes, il est très intelligent. Il est connu pour ne jamais avoir pris de carton rouge et il y a un trophée du fair play qui s'appelle le trophée Scirea. Exactement. C'est aussi pour ça que je l'ai pas mis. C'est aussi une époque où il y a moins de cartons rouges, hein. Tu sais que Gentile n'en a pris qu'un seul dans sa carrière, par exemple. Non, mais c'est vrai, t'as raison. T'as raison, l'arbitrage est aussi différent. Mais c'est un joueur qui va jamais paniquer non plus. Il est complètement hermétique à la pression, c'est ce que disent ses coéquipiers. Donc dans le critère d'importance pour son équipe, il est très haut parce que justement, il avait cette faculté à rassurer, à donner confiance, etc. Moi, en fait, tout simplement, je pense que c'est le meilleur défenseur des années 80. En plus, c'est un joueur qui commence sa carrière attaquant, qui va reculer au fur et à mesure pour terminer sur ce poste de libéraux. Donc techniquement, il est très très bon. Et il a toujours ce truc de savoir remonter les ballons, de participer au jeu, quoi.
Ah, moi je trouve que justement, je trouve que balle au pied, c'est pas un joueur qui remonte beaucoup le ballon comme d'autres libéraux le font. Bah, moi, je trouve que pour l'époque, il le fait quand même pas mal, hein. Sur la finale de 82, c'est lui qui amène le but de Tardelli. Oui, oui, il le fait sur ce but-là, mais c'est pas lui qui remonte au pied, c'est qu'il se projette et après il va toucher le deuxième ballon. Ouais, mais sur ce but, il fait l'interception devant sa surface, il se projette dans la surface adverse, il temporise, il fait la passe à Tardelli. Pour le coup, je trouve que quand il monte, il apporte vraiment quelque chose. Après, j'ai pas vu tous ces matchs, je vais pas vous mentir, hein. Sur la coupe du monde 82, j'ai vu 2 matchs et demi, on va dire. J'ai vu le match contre le Brésil, la finale et un bout de la Pologne. Il m'a pas transcendé dans son jeu long, c'est un joueur que je vois très Non, intelligent. mais c'est pas Bonucci dans le jeu long, mais Bonucci, c'est peut-être le meilleur relanceur de l'histoire tout court, donc c'est difficile de faire mieux. Mais en même temps, on lui demande pas forcément d'être un quarterback. C'est plus, pour moi, un nettoyeur de ballon, et je trouve que c'est quelque chose qu'il fait très bien. C'est-à-dire que tu lui donnes un ballon dégueulasse et il ressort ça très proprement. Mais même, tu vois, un Baresi, je trouve que dans ce qu'il peut faire, dans la récupération défensive, je le trouve un peu meilleur. Mais je suis d'accord, par contre, qu'il a un côté beaucoup moins spectaculaire défensivement que des mecs comme Cannavaro ou Baresi qui vraiment renvoient quelque chose de très dominant, quoi. Dans le duel, bah, voilà. Ouais, il a pas ce truc-là, mais je trouve que c'est un joueur qui fait aucune erreur et je te dis qu'il dégage beaucoup de sérénité, donc je pense qu'il est très important pour son équipe. Après, c'est une légende du foot, italien, que ça soit en sélection, mais même en club, hein. Il y a pas de souci. Moi, ça m'a pas assez convaincu dans ce que j'ai vu pour le mettre, Puis mais sur cette équipe de 82, je trouvais que c'était compliqué de mettre aucun défenseur parce que la défense est quand même, bah, la force principale de cette équipe, donc oui, oui, ouais, je comprends. Moi, j'avais mis Bergomi, j'avais déjà mis un défenseur de cette ligne-là. Je vais quand même avancer sur Bonucci, puis je veux parler de Chiellini en même temps parce qu'en fait, c'est un duo. C'est peut-être, un des meilleurs duos de défenseurs, bah, de leur époque, c'est même sûr. Je pense qu'ils ont formé la meilleure charnière du monde, au moment où ils ont joué ensemble en club et en sélection. L'Euro 2021, c'est d'abord une défense. On a parlé de Donnarumma qui était le joueur le plus important. Bah, je pense que Bonucci et Chiellini, c'est les 2 autres les plus importants. J'ai hésité à un moment donné à garder Bonucci, par exemple, et enlever Chiellini pour en mettre, Baresi, parce que c'était mon quatrième nom. Et puis finalement, je me suis dit qu'en termes de cohérence, bah non, il fallait que je garde ce duo. Et dans la génération de 2020, finalement, je vais pas garder beaucoup de joueurs. Et donc si je voulais les représenter un peu dans mon équipe, bah, il fallait que je les mette aussi. bah, Bonucci, c'est le meilleur défenseur italien de l'Euro 2021 pour moi. Il est même buteur en finale, donc hyper décisif sur le titre. Et c'est sûr que si j'avais dû garder un joueur de cette génération de l'Euro, c'était Bonucci. Mais je me sentais pas de mettre Bonucci et de pas mettre Chiellini, parce que Chiellini, tu peux pas te dire qu'il est en dessous de Bonucci quand même. Non, mais dans les profils, tu peux comparer Chiellini à un stopper et Bonucci à un relanceur libéraux, C'est vrai. donc tu peux expliquer un choix où tu vas séparer les 2. Et Chiellini tout seul, c'est difficile aussi parce que ça correspond vraiment à une mauvaise période de l'Italie. C'est les Coupes du Monde 2010 et 2014 qui sont complètement ratées. Et surtout les non-qualifications aux Coupes du Monde 2018 et 2022. Il est encore là. Après, il y a aussi l'Euro 2012, hein, où les deux jouent ensemble, ils font finale et ils font tous les 2 un gros C'est vrai tournoi. qu'il y a ça. Ce qui leur manque, c'est d'avoir performé dans une coupe du monde, parce que les 2 meilleurs tournois ils font, c'est 2 euros, bah, c'est pas la même saveur qu'une coupe du monde, c'est sûr. Exactement, c'est exactement ça. Et moi, j'ai mis Baresi justement parce qu'il représente l'Italie en Coupe du Monde. Il va être marquant sur 2 Coupes du Monde, la 90 et la 94. Alors lui aussi, en termes de niveau, il monte très très haut, hein, parce qu'à un moment donné, je pense que c'est tout simplement le meilleur défenseur du monde. Oui, c'est sûr. Il est déjà là en 82, mais je le compte pas parce qu'il a Il est tout 18 jeune. ans et il joue aucun match. Ouais. Bah, c'est le remplaçant de Syria, donc forcément, tu rentres pas, hein, pour le coup. D'ailleurs, il va mettre du temps à s'installer en sélection parce qu'il est barré par Syria, justement. Mais à partir de 88, il va vraiment s'installer comme titulaire et en 90, il est véritablement le leader défensif de la sélection pour la Coupe du Monde en Italie. C'est une équipe qui va encaisser aucun but jusqu'aux demi-finales face à l'Argentine et qui terminera finalement 3e de sa Coupe du Monde. Et en 94, il entre un peu plus dans la légende. Il a 34 ans et cette fois, il est capitaine et il va faire un match héroïque en finale de Coupe du Monde face au Brésil, alors qu'il était blessé au début du tournoi et il va se faire opérer du genou pour pouvoir justement disputer cette finale. Bon après, à cette époque-là, il se passe des choses bizarres, mais c'est invraisemblable qu'il puisse jouer cette finale avec la blessure qu'il avait et le match qu'il fait, c'est incroyable. Ah oui, mais il sort un énorme match, mais malheureusement, ça se termine au tir au but et il rate son tir au but dans la séance. Ouais, après la réalité, c'est qu'il doit jamais le tirer, donc Bah, il doit jamais le tirer déjà parce qu'il a des crampes pendant la prolongation, donc c'est incompréhensible, mais il a pris ses responsabilités de capitaine et derrière, par contre, c'est la défaite.
Mais en tout cas, il a vraiment cette prestation légendaire en finale de Coupe du Monde. Oui, bah là, pour le coup, on parlait d'images marquantes, Baresi, il y en a et cette finale, elle est totalement, Ouais, c'est ça, il a ces images marquantes en Coupe du Monde que vont pas avoir effectivement Chiellini et Bonucci. bah, l'image la plus marquante en coupe du monde de Chiellini, c'est la morsure de Suarez, hein. C'est ça, exactement. C'est la dernière belle image de l'Italie en Coupe du Monde. Ce qui en dit long, ouais. Alors, on peut aussi parler d'un autre joueur qui va pas être marquant en Coupe du Monde, c'est Nesta, mais tout simplement parce qu'il est tout le temps blessé. C'est vraiment une histoire de rendez-vous manqué avec la Coupe du Monde. Il va en jouer 3 pourtant, 98, 2002, 2006. Donc il est champion du monde 2006, mais à chaque fois il se blesse et il est forfait à partir des huitièmes de finale. Ouais, il joue que les phases de poule et Ouais. il sort sur blessure. Donc c'est vraiment compliqué de le mettre alors que c'est un joueur qui est peut-être le meilleur défenseur de sa génération. En plus, il démarre très tôt en sélection, à 20 ans il est déjà là, mais il va aussi arrêter très tôt, miné par les blessures. Mais de toute façon, on va en reparler souvent. Les Italiens et les blessures, c'est quand même, quelque chose, hein, et tu te rends compte qu'en fait, ils sont beaucoup à être blessés et à pas avoir, eu une carrière en sélection qui leur permet d'enchaîner les tournois, hein. Ouais, c'est vrai, mais je pense que c'est lié aussi à l'intensité, à la dureté de la Serie A dans les années 80 et 90, mais c'est vrai, il y a pas mal de blessures. Et d'ailleurs, on peut parler d'un autre défenseur. Alors lui, je sais pas s'il a beaucoup été blessé, mais par contre, il a dû abîmer quelques chevilles, c'est Gentile. Bon, il était un peu plus loin dans ma liste, hein, je vais pas te mentir, après Baresi, j'avais Scirea, après j'avais Nesta et après j'avais quand même Claudio Gentile. Claudio Gentile, c'est le défenseur, le stopper de l'équipe 82. C'est la définition même du marquage à la culotte. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que son rôle, c'est de marquer le meilleur joueur adverse. Il va faire du marquage individuel sur Maradona, sur Zico, et c'est un joueur qui va complètement annihiler ces 2 stars. Si l'Italie est championne du monde sur cette, compétition-là, c'est aussi parce que Gentile a été capable de stopper Maradona et Zico. Alors c'est un joueur très rugueux, très dur, toujours à la limite. Aujourd'hui, je pense que s'il joue comme il jouait à l'époque, il fait pas une demi-heure avant de prendre un rouge. Mais c'est un joueur qui est quand même hyper impactant et hyper important dans cette équipe de 82 parce qu'il a son rôle. Ah, mais c'est décisif. De toute façon, il est déterminant dans son rôle, mais on est vraiment sur du football à l'ancienne, quoi. C'est marquage individuel, tu l'as dit, c'est détruire l'adversaire. Et il représente beaucoup plus l'Italie que Scirea, monsieur. Bah, pas dans le style du défenseur classe, non. Non, en plus, c'est pas vrai du tout. Ouais. J'ai une théorie sur les Italiens, c'est soit ils sont comme Gentile détestables, soit ils sont classe comme Scirea, comme Buffon. Il y a pas d'entre-deux, hein. C'est soit t'es détestable, soit t'es Ouais, et classe. c'est vrai qu'on n'a C'est pas parlé d'un autre joueur détestable, c'est Materazzi, ah bah oui, sur c'est le poste Materazzi. de stopper gauche, qui mine de rien fait une sacrée Coupe du Monde 2006, où il va être buteur 2 fois, notamment sur la finale. Il peut presque causer juste pour cette performance-là, hein. Et d'une certaine façon, il fait gagner une coupe du monde, à l'Italie parce que sur la finale, c'est l'homme du match. Mais tu vois, on parlait de Nesta, bah, peut-être que sur cette finale pour l'Italie, il valait mieux avoir, il valait mieux avoir Materazzi, que Nesta d'une C'est certaine vrai. façon. Voilà pour la défense, il y avait beaucoup de monde dont il fallait parler, Ouais, là, il y avait et vraiment on du va lourd. pouvoir attaquer le milieu de terrain. 4 milieux de terrain. Alors moi j'ai surtout 3 défensifs, on va dire, et un meneur de jeu. Moi, j'ai plutôt 2 milieux défensifs et après je vais avoir 2 offensifs. Donc on va donner les 4. Moi j'ai Pirlo, Tardelli, De Rossi, et devant eux, Roberto Baggio. Ouais, je vais avoir sensiblement la même chose, je vais avoir Pirlo et Tardelli et puis après plus haut, Baggio et Bruno Conti. Commençons par Pirlo qu'on va tous les deux installer devant la défense. Pirlo, c'est un incontournable, champion du monde 2006, et c'est le métronome de cette équipe. Tous les ballons passent par lui. Tu parlais de quarterback, c'est peut-être le meilleur quarterback du football, lui, pour le coup. Ouais, dans l'histoire, je pense que personne fait beaucoup mieux, effectivement. C'est un numéro 10 qui joue, devant la défense, hein, C'est Pirlo. ça. D'ailleurs, il démarre sa carrière numéro 10. Techniquement, c'est un joueur de classe internationale. 116 sélections et puis au-delà de la coupe du monde 2006, il y a aussi l'Euro 2012 où il est vraiment performant, il est décisif, il y a la Panenka. Sur la séance de tir au but, contre l'Angleterre, il a des images marquantes aussi Pirlo quand même en sélection. Alors tu l'as dit, démarre numéro 10. Il va même mettre un peu de temps à s'affirmer au très haut niveau. Faut vraiment attendre qu'Ancelotti le positionne devant la défense avec le Milan AC pour qu'il intègre la sélection. Mais à partir de là, il va devenir indispensable puisque l'équipe va être construite autour de lui. Oui, oui, parce que des joueurs capables de gérer le tempo, créer le jeu en Italie, il n'y en a pas toujours énormément dans les équipes, donc Pirlo, il est important, même si, offensivement, il y a un peu de monde sur sa génération. Mais oui, il joue dans une position reculée, mais c'est pas forcément un milieu défensif.
Il va récupérer des ballons parce qu'il est bien positionné, mais surtout parce qu'il a un Gattuso à ses côtés qui va aller au duel pour lui. Ouais, c'est ça. Il va pas récupérer dans les duels physiques, mais il sait lire les trajectoires quand même. Donc il a besoin de soutien. C'est pour ça que moi je l'entoure avec Tardelli et De Rossi. Ouais, moi je me suis dit que Tardelli il allait faire le travail tout seul, tellement Tardelli c'est un joueur incroyable. Donc c'est le milieu de terrain de l'équipe 82. C'est le poumon de cette équipe. Ouais, il a une activité monstrueuse. Il est capable de défendre, de récupérer les ballons, mais aussi de se projeter. Pour son époque, voir un joueur qui court autant, c'est quand même assez rare et aussi longtemps dans le match. Souvent, on a des joueurs qui vont avoir beaucoup d'activité, mais qui vont vite s'éteindre dans le match. Tardelli, c'est pas le cas. Il va encore courir et faire des appels jusqu'à la 75e sans problème. Et puis techniquement, c'est un joueur aussi très fin, hein. Il est capable d'éliminer sur des petits dribbles, de protéger son ballon. Et puis pour le coup, lui, il a une image aussi extrêmement marquante en finale de la Coupe du Monde avec son but. Et la scène de joie, je trouve que juste pour le but, tu peux le mettre dans la sélection tellement c'est iconique. C'est peut-être le but le plus iconique de l'Italie en Coupe du Monde. Mais effectivement, c'est un joueur qui est essentiel à cette équipe. Et c'est un incontournable comme Pirlo de ce 11 type. Ouais. Et alors moi, j'ai mis en plus De Rossi à leur côté. Il est présent dès la Coupe du Monde 2006, mais il a plutôt un rôle secondaire. Et ensuite, il tombe pas vraiment dans la meilleure génération italienne. Alors, il y a quand même cette finale d'Euro 2012. Moi, je trouve que sur cet Euro, c'est un des meilleurs Italiens, si ce n'est le meilleur. Et c'est vraiment un joueur qui va être une valeur sûre de cette sélection pendant une dizaine d'années. Je trouve que sur ce poste de récupérateur, il balaye largement la concurrence. Bah, s'il a la concurrence dans un profil de récupérateur, c'est Gattuso, bah, c'est sûr. Gattuso, c'était un mec qui grattait les ballons, mais qui savait pas faire grand-chose d'autre, on va être très honnête. D'ailleurs aussi, il a aussi cette capacité à sortir le ballon propre derrière. C'est un joueur qui est un peu complet au milieu de terrain, en fait. Ouais, il a une très bonne vision du jeu, il a un gros impact physique. C'est un joueur qui est très très costaud. Ouais. Et on peut citer d'autres joueurs sur ce poste de milieu récupérateur ou relayeur. Je pense d'abord à Jorginho pour son rôle dans le titre de l'Euro 2021. Ouais. Mais le problème majeur qu'on va avoir avec Jorginho, c'est qu'il symbolise l'échec de la non-qualification à la Coupe du Monde 2022 parce qu'il va rater notamment 2 pénaltys contre la Suisse durant les éliminatoires. Alors c'est loin d'être le seul responsable de cet échec, mais c'est lui qui porte vraiment le fardeau et le traumatisme de tout un pays. Bon, ça marque la fin de sa carrière à haut niveau, presque. Ouais, c'est très très dur. Et il y a un autre joueur auquel on pouvait penser, c'est Albertini, qui est indispensable dans cette équipe italienne dans les années 90. Lui, il est titulaire à toutes les compétitions internationales. C'est fou, hein. Ah bah oui. Mais c'est plus aussi un organisateur qu'un destructeur. Donc il est plutôt en concurrence avec Pirlo. Et on l'a dit, Pirlo, c'est indéboulonnable. Donc finalement, le seul pour moi qui pouvait entrer en concurrence avec De Rossi dans un rôle de récupérateur, c'était Gattuso. Mais on en a parlé, c'est beaucoup plus limité, quoi. J'aurais pu le mettre si je voulais vraiment refaire la doublette Gattuso-Pirlo, mais voilà. Ouais. Et toi, tu as fait le choix d'aligner Bruno Conti. Donc plutôt de mettre un milieu offensif, même un ailier, parce que c'est un ailier en fait, c'est presque un attaquant, hein. Ouais, Conti, j'explique quand même un peu parce que, notamment en club, c'est un pur ailier droit. C'est vraiment un mec qui joue de longue ligne et qui bouffe le couloir. C'est pas le cas en sélection. Il va jouer sur ce poste plutôt de milieu droit. Moi, je pense qu'en 82, c'est le meilleur italien. C'est un joueur qui est bon dans la percussion, dans le dribble, qui a une grosse aussi activité. On parlait de Tardelli qui a cette capacité à répéter les efforts. Conti, là aussi. L'Italie dans 82, c'est d'abord une assise défensive et ils ont besoin d'un mec qui est capable quand même offensivement de faire des différences et d'impacter des choses. Et c'est Conti qui est souvent à l'origine de ça, quoi. C'est même le seul qui est capable, je trouve, dans cette équipe, de faire des différences et de créer quelque chose offensivement. Ouais, c'est ça. Après, je peux entendre aussi qu'on le mette pas parce que la carrière de Conti en sélection, elle est courte, hein. C'est que 47 sélections, c'est que 5 buts, donc finalement, il marque pas tant que ça non plus. Ouais, malheureusement, il a presque que cette Coupe du Monde. Mais moi, c'est surtout parce que j'arrive pas à le placer dans mon équipe que je l'ai pas mis. Mais parce que c'est un profil qui est très atypique pour les Italiens. Les Italiens ont peu produit ce genre de joueur, en fait. Ailier de débordement, dribbleur. Et il a pas son pendant à gauche. Donc, j'arrivais pas à construire une équipe avec lui. Et j'ai préféré ne pas le mettre du tout. Et donc, je vais jouer avec un seul milieu offensif, un vrai numéro 10, Roberto Baggio. Bon, qui fait lui aussi partie des incontournables. Il a pour lui 3 participations à des Coupes du Monde, 90, 94, 98. Et il va marquer dans ces 3 Coupes du Monde, ce qui est déjà une performance. Je pense que c'est le seul Italien à faire ça. Je n'ai pas vérifié, mais je pense pas qu'il y en ait un autre
qui est marqué dans 3 coupes du monde. Bah, oui, c'est possible. De toute façon, devant, déjà, il faut trouver les mecs qui ont joué 3 coupes du monde, donc C'est ça. déjà, c'est pas simple. Et son tournoi de référence, c'est la Coupe du monde 94 où il porte véritablement son équipe. Il est décisif, il fait des différences tout seul. Il sauve même l'Italie, hein, qui est pas mal en difficulté dans ce Ouais. tournoi. C'est pas du tout une Italie qui roule sur la compétition, loin de là. Il y a notamment le 8e face au Nigeria où à 10 contre 11, ils sont menés 1-0 et c'est Baggio qui égalise en fin de match et c'est lui qui marque ensuite le but de la victoire. Mais même dans les autres matchs, il marque contre la Bulgarie. Oh, il est décisif. Enfin, quand on parle de la France, tu vois, on parle de joueurs comme Zidane et Platini qui sont des idoles pour une nation. Moi, je trouve que Baggio, il a ça. Parce qu'il a aussi l'esthétique, c'est un joueur magnifique. Ouais, c'est un joueur qui est très aimé en Italie, c'est vrai. Il Ouais, incarne vraiment le romantisme dans le foot. Et complètement. d'ailleurs, l'image la plus forte de Baggio avec le maillot de l'Italie, bah, c'est évidemment son tir au but raté en finale de Coupe du monde 94. Mais paradoxalement, c'est un événement qui contribue complètement, je trouve, à l'humaniser et à le faire entrer dans le cœur des Italiens. L'image du penalty derrière, même en tant que supporter neutre, hein, ne peut que te dégager de la compassion pour le joueur, et l'image, elle est dure parce que tu as tous les Brésiliens qui partent, bah, forcément célébrer le sacre et puis tu as les Italiens, ils mettent du temps avant de venir voir Baggio, je Ah trouve. ouais, ouais, c'est terrible. C'est dur, Et hein. son histoire avec la sélection va un peu tourner court aussi, parce qu'après cette Coupe du monde, Sacchi, le sélectionneur, va le bouder pour l'Euro 96. Alors Sacchi était déjà là en 94, mais les relations entre les deux étaient déjà pas formidables. Saki, enfin, franchement, il fait des choix, des fois étranges, hein. Hein, Baggio, Bergomi, comment on peut se passer de Bergomi? Non, mais c'est incroyable. Bah, en fait, Vraiment. Sacchi, c'est quand même un mec qui a un sacré boulard. Je pense que c'est un entraîneur qui considère qu'il est beaucoup plus important que ses joueurs. Et ça lui plaît pas trop d'avoir un Baggio qui prenne la lumière et qu'on dise que c'est Baggio qui fait gagner cette équipe. Donc au final, il va priver l'Italie de Baggio pendant plusieurs années. Ouais. Et c'est dommage. OK. Rapidement, la concurrence, c'était quoi ton 3-4? Alors sur ce poste de 10, il y en a plein. Je vais peut-être commencer par parler des 2 joueurs de 70, Mazzola et Rivera, qui sont 2 éternels rivaux. Il y en a un qui joue au Milan AC, c'est Rivera, l'autre à l'Inter, c'est Mazzola, et ils seront presque jamais alignés ensemble en sélection. Il faut tout le temps choisir entre les 2. C'est normal, c'est l'équilibre avant tout. On peut pas avoir 2 numéros 10. Bah, c'est ça, et en 70, ce sera Mazzola le titulaire et Rivera, qui est peut-être le plus talentueux des 2, joue très peu. Donc voilà, au final, il y en a aucun des 2 qui s'impose suffisamment pour intégrer ce 11. Mais sinon, il y a un joueur que j'aurais vraiment voulu mettre, c'est Totti, qui est sans doute le dernier génie offensif italien. Alors, je le voyais pas forcément en concurrence directe avec Baggio. Je pense que j'aurais pu jouer avec les deux en mettant Baggio attaquant ou l'inverse. Mais je trouve que c'est très très compliqué de mettre Totti dans ce 11 parce qu'il a trop de casseroles. Ouais, c'est Alors, ça clair. va être le meilleur joueur italien de l'Euro 2000, où ils font quand même finale. Il met Del Piero sur le banc quand même à ce moment-là. Il est vraiment à son top niveau. 2002, il est encore très bon, mais malheureusement, il s'est expulsé contre la Corée du Sud. Alors, on peut pas trop lui en tenir rigueur parce que l'arbitrage est quand même assez déconnant sur ce Non, match. mais surtout sur cette action. En fait, Totti, il touche la balle dans la surface, il se fait déséquilibrer, il tombe et il prend un deuxième jaune pour simulation. Le carton rouge est plus que sévère, c'est scandaleux pour C'est le coup. ça. Et par contre, ce qui est pas pardonnable, c'est son Euro 2004. Là Oui, encore, il est censé être le leader offensif de cette équipe. Et sur le premier match, il va cracher au visage de Poulsen, le joueur danois. Il sera suspendu 3 matchs et ça va quand même coûter une élimination au premier tour de son équipe. Après, il sera quand même champion du monde 2006. Mais c'est un tournoi dans lequel il est déjà beaucoup moins décisif. Déjà parce qu'il revient de blessure et aussi parce que c'est Pirlo qui a les clés du jeu désormais. moi sur cette compétition, j'ai pas d'image marquante de Totti, tu vois? Non, il y en a peu, il y en a peu. Il marque le pénalty face à l'Australie, mais il y en a très peu. Et en fait, derrière, il arrête sa carrière internationale à 30 ans pour se consacrer à la l'AS Roma. Donc au final, il y a peu de sélections, il y a peu de buts aussi. Et c'est un joueur qui est presque romain avant d'être italien, en fait. Il va privilégier son club. Alors je pense que physiquement, il avait sûrement raison d'arrêter et il a sûrement bien fait pour sa carrière. Oui, oui, Mais c'est compliqué de le mettre dans ce 11 de l'Italie. je partage tout ce que tu as dit, hein. C'était un super joueur, mais là, si on parle que de la sélection, c'est compliqué de le faire rentrer. Et j'ai parlé de Del Piero aussi, parce qu'il était en concurrence avec Del Piero. On peut en parler maintenant, sauf si tu me dis que tu l'as plus haut, mais ça m'étonnerait. Bah non, non, je l'ai pas plus haut Del Piero, mais oui, Del Piero, c'est Alors c'est 91 sélections, Del Piero, pour le coup. Donc on peut se dire qu'il a été là avec l'équipe d'Italie, mais j'ai pas fait les statistiques, mais sur ces 91 sélections, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont des sélections en tant que titulaire. ah non, c'est un remplaçant. En sélection, c'est un remplaçant. Donc c'est mon premier remplaçant, pas de problème, je le ferai rentrer à tous les matchs, mais
il sera sur le banc comme il l'était en sélection, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un joueur qui va cartonner fin des années 90. Au début de sa carrière. En 98, il arrive à la Coupe du Monde. Il est vraiment censé être la star de cette équipe. Et finalement, il va être muet pendant le tournoi. Et dans l'année qui suit, il se fait les croisés. Et derrière, il va perdre sa place en sélection. C'est plus le même joueur. Là où C'est c'était un surtout joueur ça. très explosif, capable de répéter les efforts, bah, oui, il revient des croisés avec, beaucoup moins de mobilité et il joue sur d'autres qualités qu'il avait, hein, des qualités techniques, mais c'est plus le même joueur et puis après, il a aussi des actions qui tournent pas toujours dans sa faveur. Moi, je pense à la finale de l'Euro 2000 où il loupe ses 2 face à face avec Barthez, mais sur ce match-là, sur le niveau international et sur le 11 qu'on a, bah, ces actions-là, tu peux pas les louper, hein, c'est trop important. Ouais, c'est ça. Il y a un titre derrière donc Son but peut-être le plus culte avec l'Italie, c'est le but du 2-0 contre l'Allemagne en 2006. Mais c'est le but du 2-0, mais quoi. le match est complètement fini, alors que le but le plus important de ce match, c'est celui de Grosso. Et en plus, c'est Gilardino qui fait tout, hein, sur l'action. En Donc, plus, et il a pas ces moments cultes, en fait. Il aurait pu en tant que remplaçant, tu vois, avec, 1 ou 2 actions décisives, mais c'est même pas le cas. en vrai, à l'Euro 2000, s'il rentre et il met la balle de 2-0, le match est fini, ouais, bah, le but aurait été important. Ouais, ouais, c'est sûr. Bon, bah, on va pouvoir passer au poste de numéro 9. Poste de numéro 9 qui est pas évident. C'est un peu un choix par défaut, mais de toute façon, ça pouvait être que un choix par défaut et ce sera Paolo Rossi. Ouais, moi aussi, j'ai mis Paolo Rossi, je me disais au début, je pourrais peut-être mettre d'autres noms, mais en fait, quand on rentre dans le détail de la carrière des concurrents, c'est compliqué, mais on va commencer par parler de Paolo Rossi. Paolo Rossi, c'est l'attaquant de 82, mais c'est un joueur un peu bizarre. Déjà, il arrive dans un contexte, particulier, il est dans l'affaire du Totonero. C'est une affaire Paris Sportif Illégaux qui implique des entraîneurs et des joueurs, dont Paolo Rossi et lui, il va prendre 2 ans de suspension. Donc, il faut imaginer que le mec ne va pas jouer au foot pendant 2 ans, ni en club, ni en sélection et il va revenir seulement quelques semaines avant la coupe du monde et il va être sélectionné. Ouais, il est vraiment sélectionné à la surprise générale de tout le monde, en fait. Bearzot fait un vrai pari. Il se dit: «J'ai pas de finisseur dans cette équipe, donc je le prends et on verra bien» et en plus, il va vraiment insister parce que le début de tournoi est catastrophique. Il marque pas un seul but, il est transparent et Bearzot va insister contre l'avis de tout le monde et ça va lui donner raison parce qu'ensuite, c'est un triplé face au Brésil, un doublé en demi-finale et il est encore buteur en finale. Donc il est archi décisif sur, cette fin de compétition. Ouais, bah, après c'est un joueur, quand il ne marque pas, il est pas bon. Non, on va pas se mentir, il est tout frêle, il joue à l'époque d'un football où les défenseurs sont très rugueux, il se fait bouger à chaque fois, il n'arrive pas à garder vraiment le ballon. Dos au but, il est pas extraordinaire. Dans les combinaisons, il est pas extraordinaire et en fait sa vraie qualité, c'est un mec qui va être là quand la balle elle tombe, quand là-bas il y a un rebond, bah, ouais, il y a son pied, ouais, il y a sa tête qui traîne. C'est un vrai buteur mais sans plus. Non, il participe pas tellement au jeu, même si je trouve qu'il défend quand même, hein. Oui, par contre, il fait du pressing et il court, tous les matchs, hein. Il est déjà là aussi en 78, mine de rien, et il est plutôt bon. Il marque aussi 3 buts dans ce tournoi-là. Donc au final, c'est que 48 sélections, ce qui s'explique notamment à cause de sa suspension, mais Mmh. c'est 26 buts, et il va gagner son ballon d'or sur cette Coupe du Monde 82. Alors avec qui t'hésitais le plus? Bah, moi, celui que j'avais envie de mettre parce que je trouve que c'est un joueur incroyable, c'est Vieri, Ok. Christian Vieri, mais quand je regarde de plus près sa carrière en sélection, bah, c'est compliqué de le mettre. Ah bah oui, C'est mais ça c'est compliqué de le sûr. mettre. C'est court, Vieri aussi, hein. On a dit 48 sélections pour Rossi, bah Vieri c'est sensiblement la même chose, c'est 49. Ouais, mais Vieri, bah, en termes de niveau, de joueur, bah, là, on est sur autre chose, hein. C'est un attaquant, beaucoup plus complet, puissant, très fort, dans les duels, dos au but, énorme finisseur. Mais le problème de Vieri, c'est qu'il arrive tard en sélection. À 24 ans, et il termine tôt, passé 30 ans, il est déjà bien sur le déclin. Alors, il va être très bon sur les 2 Coupes du Monde qu'il joue, 98 et 2002. C'est le meilleur buteur, italien des 2 compètes. Et Ouais, c'est le meilleur buteur italien en Coupe du Monde tout court, hein, avec 9 buts. Mais ça marque en phase de poule, mais tu vois, après, il n'est pas décisif, quoi. c'est exactement ça et du coup, dans les images qui restent, Paolo Rossi, tu restes sur des matchs où il enchaîne les buts et ils vont gagner un trophée. Vieri, tu restes sur des matchs, d'élimination contre la Corée et c'est la fin de sa carrière et Moi, c'est plus sur Luigi Riva que je pouvais hésiter. Alors, Luigi Riva, c'est l'attaquant de l'équipe de 70, finaliste de la Coupe du Monde, donc c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Italie. Et même s'il met beaucoup de pions dans les années 60 sur cette Coupe du Monde 70, je pense que c'est le joueur le plus important, beaucoup plus que Rivera et Mazzola. ah oui, largement. C'est un joueur qui est extrêmement fort à son époque, qui est très impressionnant physiquement, dur à bouger, qui a une sacrée protection de balle. Physiquement, il est très, très dominant pour l'époque, hein.
Ouais, mais il est beaucoup plus mobile qu'un Virir. En fait, des trois, je trouve que c'est le meilleur attaquant, clairement. Ah oui, 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 de loin. Mais moi, j'y ai même pas pensé parce que sa période d'activité dans les années 70, elle est trop courte. Mais oui, oui, c'est largement le meilleur. Ouais. Et il a une frappe extrêmement violente aussi, capable de marquer très loin. En fait, il tente quasiment tout le temps de marquer. Et il va être buteur sur cette demi-finale légendaire face à la RFA, qui est le match du siècle. Donc il a des arguments pour lui. Mais au final, même si je prends en compte qu'une Coupe du Monde, je me retrouve avec Rossi sur la Coupe du Monde 82 et Riva sur la Coupe du Monde 70. Mais c'est Rossi qui amène le titre de champion du monde. Donc en fait, quoi qu'il en soit, c'est logique de mettre Rossi. C'est ça. Ouais, finalement, là, l'Italie, ça fait quelques années aussi qu'ils galèrent sur ce poste, hein, à trouver un numéro 9. Mais même si tu regardes dans l'histoire, il n'y a pas d'attaquant qui s'installe durablement sur ce poste, hein. Même en 2006, ça se partage un peu entre Gilardino et Toni. Ah, c'est Luca Toni quand même qui joue. Ouais, mais Gilardino joue pas mal quand même. Ouais. Et sur les années plus récentes, il y a eu Balotelli qui n'a pas du tout confirmé. Ah, il y a Immobilier et Insigne qui est déjà plus un profil d'ailier ou de second attaquant. Ouais. Mais c'est ce qui fait aussi, je pense, que ces équipes d'Italie galèrent ces dernières années. Oui, je suis d'accord. On fait un petit rappel de nos 11 avant de conclure. Oui, Donc moi, je joue en 5-4-1 avec Buffon dans les buts. Une défense Zambrotta, Cannavaro, Cirea, Baresi, Maldini. Au milieu de terrain, Pirlo, De Rossi, Tardelli avec Baggio en numéro 10 et Rossi en pointe seul devant. 5-4-1 aussi, avec Buffon dans les buts, Bergomi, Cannavaro, Bonucci, Chiellini, Maldini. Putain, ça claque quand même. Pirlo, Tardelli, Bruno Conti, Baggio et Paolo Rossi en pointe. Très bien. On ajoute un sélectionneur comme d'habitude. Ouais, pas simple. Moi, en fait, j'aurais quand même été naturellement sur Bearzot, le sélectionneur de cette équipe de 82, parce que je trouve que ce qu'il fait avec cette équipe tactiquement, c'est costaud quand même. Oui, L'équipe, elle est au point. oui, pour le coup, quand tu regardes les matchs, vraiment, tu vois tactiquement ce qu'il met en place, hein. Chaque joueur a un rôle bien précis dans la compensation, dans l'équilibre. C'est une machine très bien huilée. Et... Alors après, il y a Saki, mais avec la sélection, c'est relativement un échec quand même. Ah non, Saki avec la sélection, pour moi, c'est pas possible. Et ensuite, Lippi, le sélectionneur de 2006, en vrai, ce qu'ils font en 2006, c'est quand même très très fort, hein. Oui, mais c'est plutôt dans la mentalité où je les trouve forts. Dans la mentalité, la capacité à souffrir ensemble et tout, c'est là où ils sont. Mais ça, du coup, c'est plutôt la culture italienne que l'aspect tactique apporté par le coach. Après, il apporte certainement ça aussi. Mais... Et puis, ils ont des joueurs aussi qui arrivent à maturité en 2006. Sur le papier, moi, l'équipe, je la trouve extrêmement forte. Ouais. S'il y a un dernier coach à citer en vainqueur, c'est peut-être Mancini, parce que pour le coup, l'équipe de 2020, c'est pas un cadeau de la récupérer après ce qu'elle a vécu sur les échecs en Coupe du Monde. Et C'est vrai. là, pour le coup, la confiance qu'il donne à l'équipe, c'est costaud. On est d'accord sur Bearzot pour diriger tactiquement cette équipe. Bah, une belle équipe quand même. Normalement, on va pas prendre beaucoup de buts, que ce soit toi ou moi. Alors moi, ça va pas prendre beaucoup de buts, je t'avoue, puisque j'ai que 2 joueurs offensifs quasiment. C'est Baggio et Rossi. Donc on va privilégier l'axe Pirlo-Baggio directement. Ouais. Et après, Baggio, il se débrouille, hein. Et on compte sur un but de raccro de Rossi, quoi. Et après, c'est terminé. On ferme la boutique. 1-0. Exactement. Fin du match. Très bien. Bon, on se retrouvera prochainement pour continuer cette série des 11 de sélection. Donc je vous dis à bientôt dans le passé. Salut tout le monde. Ciao. C'est un artiste, Totti. Oh, que c'est beau. C'est une Panenka, Guy. On est servi, regardez, c'est splendide. Je vous le disais, fantasque. Mais vous vous rendez compte ce culot, le culot de Totti qui fait une Panenka